Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode, le premier épisode de notre série web qui s'appelle Les recherches pas ordinaires. Je suis accompagné de Fanny. Nous sommes actuellement sur Cahors, petite ville du Midi-Pyrénées, mais plus précisément sur le mont Saint-Cyr. Pourquoi le mont Saint-Cyr, me direz-vous? Eh bien, dès notre arrivée à Cahors, on nous a fortement conseillé d'aller découvrir le point de vue du mont Saint-Cyr, qui est une colline qui surplombe la ville de Cahors et qui, paraît-il, offrirait un magnifique panorama de cette ville médiévale. Nous nous sommes donc dit qu'il serait plutôt cool de vous offrir ça pour le premier épisode. On y va? Allez! Bon, bah ça y est, on est enfin arrivé au sommet. Et bah, comme prévu, le point de vue de Cahors. Comme je vous le disais, Cahors est une petite ville du Midi-Pyrénées. Appelée à l'époque Divonnac à Durcorum, puis Cahors, Corse, bref. Elle est située dans le quart sud-ouest du pays, dans la région Occitanie. Principale ville du département du Lot, célèbre pour son vignoble et sa gastronomie, Cahors est aussi connue comme étant la capitale historique du Quercy. Son histoire remonte peut-être au temps des Gaulois, mais aujourd'hui, c'est son époque médiévale qui nous a poussé à lui rendre une petite visite. Allez hop, maintenant on redescend. Et nous voilà partis en direction du vieux Cahors et de son patrimoine. Voilà, ça c'est la tour des pendus. Malgré ce nom angoissant, elle n'a jamais servi à pendre quelqu'un. Cette tour servait en fait de défense contre les envahisseurs. L'intérieur de la tour était volontairement exposé vers le centre de la ville fortifiée. Ainsi, les soldats pouvaient les en déloger et en interdire l'utilisation. Plutôt malin. Ça, c'est la cathédrale Saint-Étienne. La cathédrale Saint-Étienne est une cathédrale catholique romaine. Édifiée au début du XIIe siècle, elle abriterait la sainte coiffe qui enveloppait la tête du Christ, rapportée de Terre Sainte en 1113. Elle fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Elle est super creepy. On dirait un gars qui a été pris dans la lave. Nous avons déambulé ainsi pendant quelques heures, entre monuments et autres curiosités, pour arriver à notre destination, le pourquoi du comment nous étions ici. Bon les amis, ça y est, on est enfin arrivé à l'endroit qui nous intéresse le plus, le pont Valentré. Le pont Valentré, pont de Balandras en occitan, appelé aussi pont du Diable, est un pont fortifié du XIVe siècle franchissant le Lot à l'ouest de Cahors. Sa construction débutera en 1308, et les tours ne seront, semble-t-il, achevées que dans les années 1380. Il offre aujourd'hui
avec ses 3 tours fortifiées, un exemple de l'architecture de défense du Moyen-Âge. L'architecte responsable de ce projet reste inconnu, mais pas sa légende. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, pour la légende du pont du diable. Malheureusement, vu le nombre de versions existantes, il a bien fallu que vous en choisissiez une. J'ai donc fait le tri dans toutes ces histoires, pour vous présenter ma préférée, celle que j'ai trouvée la plus authentique. Alors accrochez-vous les amis, parce que je vous ai préparé une petite histoire qui fait peur. À tout à l'heure! Nous sommes début 1300. C'est un matin du mois de janvier que notre maçon inconnu fit son entrée dans la ville. Clamant à qui voulait l'entendre qu'il réussirait la construction du pont dans les temps, il rencontra les consuls qui décidèrent de lui donner carte blanche. Seule précision, cela devait être fini avant les prochaines vendanges. Notre maçon ne se démonta pas, et après plusieurs poignées de main, se mit au travail. Les premiers mois se passèrent sans encombre. Mais c'est un matin du mois de mars que tout alla de travers. Ce fameux matin, un jeune manœuvre, pris l'étourdissement, bascula tête la première de la hauteur d'un échafaudage, pour venir se fracasser le crâne quelques mètres plus bas, devant l'équipe de chantier, épouvantée. Un malheur n'arrivant jamais seul, la pluie s'en mêla, aux grandes dames de notre maçon, qui vit la rivière en crue charrier des eaux rouges couleur sang. L'eau emporta digues et barrages, semant malheur et désolation sur son passage. Il n'en fallait pas plus au peuple pour commencer les rumeurs. « C'est le malin », disaient certains. « C'est le mauvais œil », disaient d'autres. Et beaucoup suivirent. Il ne fallut que peu de temps avant que les riverains ne parlent de malédiction. Il fut même envoyé des hommes d'église, en procession, afin de purifier l'endroit maudit. Le temps passait, les jours et les semaines, et il fallait se rendre à l'évidence. Le chantier était devenu un affreux cauchemar. Ça traînait en longueur, et le maçon savait qu'il ne finirait jamais à temps, s'il finissait un jour. Nous sommes le 21 août, quand le maître maçon décida, harassé, d'aller consulter une sorcière. Après 2 heures d'un parcours difficile dans la forêt, il finit enfin par tomber sur une demeure creusée dans la roche, recouverte de buissons et de lierres. Pourrait-il que ce soit ici, se dit-il. Mais à peine eut-il cette pensée qu'elle apparut devant lui, courbée de vieillesse, l'œil crevé le défigurant. « Homme, dit-elle, je sais ce qui te mène ici, mais je n'ai pas la possibilité de te sortir de l'embarras. Seul le diable le peut. Cependant, s'il te donne un coup de main, tu devras en payer le prix fort. » Un long ricanement suivit ces paroles, puis elle disparut. Notre maçon, quelque peu désorienté, rentra à la ville, non sans frissonner à l'idée de faire appel au malin. L'attente ne fut pas de longue durée. Les esprits, comme tout le monde le sait, ont des oreilles qui traînent partout. Le lendemain, à la tombée du jour, le maçon qui baladait sa penne sur les rives frissonna. Un vent fort s'était levé d'un coup. Un éclair, puis 2. Le maçon tressaillit lorsqu'il vit les eaux calmes du Lot bouillonner devant lui. Une bête dotée de cornes, la queue en trident, fourche à la main, en sortit et se présenta devant lui. Il ne savait pourquoi, mais le maçon se mit à lui livrer ses problèmes, le plus naturellement du monde. Ni une ni deux, le diable lui proposa un pacte. L'âme du maître maçon contre l'achèvement du pont en 1 semaine. Le pauvre malheureux serra les mâchoires, mais accepta la proposition du malin à une seule condition. Aussitôt le pont achevé, le diable devra accomplir une dernière chose. En cas d'échec, le pacte sera rompu et ils seront quittes. Le diable, un peu interloqué, accepta et se mit tout de suite au travail. La semaine passa et la construction du pont s'était accélérée à un rythme effarant. Le diable, déguisé aux côtés du maître maçon, tenait d'une main de maître l'équipe du chantier, donnant des ordres, brandissant la truelle et courant partout. Ce fut à la fin de semaine, le soir, que le diable, non content de son travail, arriva près du maçon. Il se frottait les mains. Le maçon, sentant la fin proche, donna un dernier ordre au démon. Il lui donna un crible et lui demanda d'aller chercher de l'eau pour l'ouvrier qui était en train de finir la dernière pierre du pont, en haut de la tour.
Le diable bougonna, mais prit le crible, et se dépêcha de le remplir d'eau et de le ramener à la tour. Mais l'eau traversant la toile de fer, il ne put accomplir son dernier travail, et dut reconnaître sa défaite. De rage, il plongea dans le Lot, dans une kyrielle de jurons. Le lendemain, le maître maçon, qui se baladait sur le pont, découvrit une pierre de la tour au pied de l'édifice et constata que c'était la dernière pierre. Des marques de griffes lui confirmèrent l'œuvre du malin. Il comprit que le diable n'avait pas fini son œuvre malfaisante. Le moment était venu d'y mettre un terme. Aussitôt dit, aussitôt fait. En lieu et place de la dite pierre, il en fit placer une autre, mais rapportait celle-ci de terre sainte, par un croisé. Puis le maître maçon lui-même marmonna des prières de sorcellerie. Ainsi, pensa-t-il, la pierre ne pourrait point échapper à la protection du bon Dieu. La veille de l'inauguration, le diable, au crépuscule, grimpa en cachette jusqu'à la tour centrale. Il tendit la main pour arracher une nouvelle fois l'objet sans ménagement. Mais quand il fut pour la retirer, voici qu'il resta figé. Il se remua, se démena et se tordit dans tous les sens, des heures durant. En vain. Il était maintenant prisonnier de la pierre. Le lendemain, quand le coq poussa son cri, le pont Valentré se dressait magnifique. Les comptes réglés, le maître maçon se signa et pleura de joie et de soulagement. L'histoire n'a pas gardé mémoire de son nom. C'est le diable, au contraire, qui a laissé son empreinte et qui hante encore l'esprit des Quercinois. Vous n'avez qu'à lever les yeux vers la tour centrale, vous le verrez pétrifié dans la pierre, pour toujours. On raconte que depuis ce temps, il reste là, tapis sur sa pierre, à attendre l'arrivée d'une âme en peine, avec qui échanger sa place. La dernière restauration du pont se situe aux alentours de 1870. L'architecte Paul Goutte accentua le côté militaire de l'édifice et fit sculpter par l'artiste Cyprien-Antoine Calmont un petit diable au sommet de la tour centrale, en clin d'œil à la légende. Alors, sculpture d'artiste ou magie noire ? Nous allons essayer de le découvrir ensemble en passant la nuit sur le pont du diable. Nous partons donc nous préparer pour cette chasse aux fantômes pas ordinaire. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'un enregistreur audio, d'une deuxième caméra, parce qu'elle fait infrarouge, ma caméra woman, d'une frontale, d'une batterie portable, d'une bonne paire de godasses, des vêtements chauds, un thermos de café, et au cas où, parce que là on parle quand même du diable, du sel, et un crucifix. Non, pardon, un crucifix. Voilà, nous sommes prêts pour une nuit endiablée. Après, je fais le malin, mais et c'est pas une vraie, il n'y a pas le truc des yeux là.